Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 46e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur le compromis entre Commission et Parlement européen sur le budget, sur le détail du fonds de solidarité du pacte Asile et Migration, sur l'arrêt de la CJUE sur le salaire minimum européen, sur le détricotage du pacte vert en pleine COP30 et sur l'annonce du bouclier démocratique. Dans le club des 27, la Lettonie repousse d'un an le débat sur le retrait de la Convention d'Istanbul, la Pologne bafoue le droit à l'avortement, et l'Allemagne va acter le service militaire volontaire et permettre l'ouverture d'une ambassade afghane et d'un consulat. Et chez nos chers voisins, l'Ukraine est secouée par une affaire de corruption et Ekrem İmamoğlu risque la perpétuité en Turquie. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Budget. La Commission trouve un compromis avec le Parlement européen. Après d'intenses discussions, le Parlement européen a levé ses menaces. Depuis plusieurs semaines, le Parlement européen menaçait de rejeter le budget si la Commission européenne ne faisait pas de concessions sur les plans nationaux. L'Assemblée européenne reprochait à ce projet de budget d'affaiblir la PAC, le rôle de gestion des régions sur les fonds européens et le pouvoir de contrôle du Parlement européen. Ursula von der Leyen a répondu favorablement aux demandes du Parlement en proposant un renforcement du contrôle des parlementaires européens sur les priorités de dépenses et d'introduire un objectif rural pour obliger les États membres à allouer au minimum 10% de leur plan national aux fonds régionaux. La Commission rappelle aussi qu'elle a proposé 300 milliards d'euros d'aide directe aux agriculteurs dans son projet initial, ce qui fait une hausse de 30 milliards d'euros par rapport au budget actuel. Enfin, la Commission reconnaît qu'il faut que les régions aient une place centrale dans le processus de subvention et qu'il faut un canal direct entre la Commission et les régions. Au Parlement européen, les réactions sont mitigées. Le PPE se satisfait des concessions de la Commission, Renew et les Verts se félicitent du lest lâché par la Commission, mais trouvent que le budget est encore très perfectible. Pour SND, ces changements ne sont que cosmétiques et, je cite, de la poudre aux yeux, fin de citation. Toujours est-il que le Parlement européen a supprimé le vote sur le rejet de la proposition du cadre financier pluriannuel 2028-2034. Côté agriculteurs, on regrette la baisse des subventions sur le secteur agricole et les changements apportés par la Commission ne semblent pas déterminants. Le think tank Farm Europe chiffre la baisse des subventions à 17,6% du budget actuel, alors que les charges des agriculteurs ont explosé depuis le Covid. Au final, la Commission reconnaît que ces concessions n'ont aucune valeur. Il revient aux 27 au sein du Conseil d'intégrer ou non ces concessions dans les amendements qu'ils proposeront. Mardi, le Conseil a accepté d'étudier certaines révisions proposées par la Commission et se disent prêts à intégrer les concessions sur la PAC et sur le rôle des régions, puisque les États membres allaient déjà dans ce sens de toute façon. Mais il y aura, quoi qu'il arrive, un bras de fer qui risque de prendre plus de place. Les États membres veulent affaiblir le pouvoir de contrôle du Parlement européen quand ce dernier veut le renforcer. Affaires intérieures, le fonds de solidarité du pacte Asile et Migration dévoilé. Le pacte Asile et Migration, toujours fortement critiqué par plusieurs États membres, entre dans sa phase de mise en œuvre. Le texte entra en vigueur en juin 2026. Voulu par Jean-Claude Juncker lors de son mandat entre 2014 et 2019, son adoption n'a eu lieu qu'en 2024 à cause de fortes crispations de la part de plusieurs États membres. Le nœud du problème était le principe de solidarité entre États, et autant dire que ces crispations n'ont pas du tout disparu. Mardi 11 novembre, la Commission européenne dévoilait son premier rapport sur la gestion de l'immigration. Un rapport qui doit poser les bases du premier cycle de gestion des migrations.
Le cœur du pacte est la répartition concrète des flux migratoires. Pour y parvenir, le pacte a prévu une réserve de solidarité qui permet aux États membres de partager le volume de travail, que ce soit en acceptant d'accueillir des demandeurs d'asile ou en offrant des aides financières, de ressources humaines et matérielles aux pays en première ligne, les pays d'entrée, qui sont plutôt sur la face méditerranéenne du continent. Le pacte prévoit la relocalisation de 30 000 demandeurs d'asile par an. La Commission européenne a dévoilé la liste des pays qui seront éligibles à la réserve de solidarité avec une classification à 3 niveaux. Tout d'abord, les pays d'entrée que sont Chypre, l'Espagne, la Grèce et l'Italie pourront bénéficier de la réserve de solidarité sans condition une fois le pacte appliqué. Ensuite, il y a les pays dits à risque, parmi lesquels l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, la France, la Hongrie et la Pologne, qui bénéficieront d'un accès prioritaire à l'aide opérationnelle et financière, mais ne seront pas exemptés de contributions. Enfin, il y a les pays qui connaissent une situation migratoire significative qui concerne l'Autriche, la Bulgarie, l'Estonie, la Pologne et la République tchèque, qui leur permet de demander une déduction sur leur contribution à partir de 2026. Les États membres peuvent apparaître dans plusieurs catégories car ils font face à différents types de pressions migratoires et défis opérationnels. Les 9 pays qui ne sont pas cités dans les catégories auront l'obligation de contribuer au fonds et ne recevront rien. Reste que les dernières négociations auront lieu au Conseil sur la nature de la contribution de chaque État. Reste que l'opposition Nord-Sud reste extrêmement forte. Les pays du Nord reprochent aux pays en première ligne de ne pas faire respecter la Convention de Dublin III, qui oblige les pays d'entrée à enregistrer les demandes d'asile, au point que la Belgique et les Pays-Bas menacent de suspendre leur contribution à la réserve si la Grèce et l'Italie n'acceptent pas de reprendre les demandeurs d'asile qui sont entrés par chez eux. Pour rappel, la CJUE avait déclaré l'Italie et la Grèce en incapacité systémique de traiter les demandes il y a une décennie. Pour autant, les autres États membres ont toujours refusé de partager le fardeau. En plus, quasiment tous les États membres se sentent sous pression. Les opinions publiques sont de plus en plus critiques sur la politique d'accueil. Certains gouvernements ont déjà annoncé que leur contribution ne serait que financière ou matérielle. Social, la CJUE valide la directive sur le salaire minimum européen. Mardi 11 novembre, la Cour de justice de l'Union européenne devait rendre un arrêt très attendu sur la directive du salaire minimum européen. La directive, adoptée en 2022, avait pour objectif de garantir des salaires minimums adéquats et à renforcer les négociations collectives. En substance, la directive n'obligeait pas les États membres à adopter un salaire minimum obligatoire, mais si les conventions collectives ne couvraient pas 80% de ces travailleurs, alors l'État membre devait présenter un plan pour renforcer son système de négociation salariale. Le Danemark a saisi la CJUE, considérant que la Commission outrepassait ses compétences avec ce texte. La CJUE n'invalide pas l'entièreté du texte, ce qui lui permettra d'entrer en vigueur. Cependant, elle invalide l'harmonisation des mécanismes de fixation des salaires et la diminution des salaires minimums, considérant que cela relève de la compétence exclusive des États membres de déterminer ou non un niveau de rémunération. Les groupes de gauche du Parlement européen se félicitent de la décision de la CJUE et la Confédération européenne des syndicats appelle les 27 à accélérer la mise en œuvre de la directive. 80% des salariés devront désormais être couverts par les conventions collectives à travers toute l'Union. Environnement. Marche arrière sur l'environnement en pleine COP30. La COP30 débutait lundi 10 novembre à Belém, au Brésil. Une conférence des parties qui n'incite pas du tout à l'optimisme. Déjà parce que l'Union européenne s'est présentée
avec une promesse de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90% par rapport à 1990 en 2040. Une proposition faite par la Commission largement affaiblie avec l'intégration de l'externalisation des réductions de gaz à effet de serre dans des pays tiers et le report à 2028 du système de quotas d'émissions. Un texte validé par le Conseil, validé à son tour, jeudi 13 novembre, par les députés européens. Mais cet essoufflement n'est que le signe d'une tendance mondiale. Donald Trump a complètement abandonné les objectifs climatiques, même si Joe Biden n'avait pas réellement agi en la matière. Les États-Unis veulent actuellement saboter les efforts de réduction de gaz à effet de serre pour relancer ces industries les plus polluantes. La Chine, qui fait partie des plus gros pollueurs mondiaux, n'a aucune volonté de contribuer à la hauteur de sa puissance économique. Et face à ce retrait mondial, l'Union européenne, sous l'impulsion des 27, n'a pas envie de porter les efforts collectifs sur ses seules épaules. Pourtant, limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici 2100, comme prévu par les accords de Paris, devient un mirage. L'ONU dit que, désormais, il est vraisemblable que le réchauffement atteigne 2,8 degrés. Même le Brésil, qui reçoit la COP, n'entend pas lutter contre le réchauffement, mais passer à l'étape de l'adaptation. C'est dans ce contexte que la plénière du Parlement européen devait voter des changements sur le droit de vigilance. Lors de la dernière plénière, les socialistes avaient finalement retiré leur soutien au compromis qu'ils avaient consenti à adopter avec le PPE. Une fronde interne qui a pu s'exprimer grâce à la demande de l'extrême droite de voter à bulletin secret. Mais face à ce revers, le PPE a décidé de se tourner vers sa droite après avoir tenté d'arracher un nouvel accord avec SND sans succès. Pour rappel, le droit de vigilance, dont le règlement a été adopté en 2024, obligeait les entreprises de plus de 1000 employés et avec un chiffre d'affaires d'au moins 450 millions d'euros à s'assurer que leurs produits respectaient les droits sociaux et l'environnement sur l'ensemble du cycle de production de leurs produits, c'est-à-dire même par leurs sous-traitants. Ce que le texte entend par droits sociaux, c'est d'éviter que les produits ne soient issus du travail forcé, du travail des enfants, et qu'ils garantissent la sécurité des employés. Aussi, les produits ne doivent pas causer de dommages environnementaux. Mais voilà, la Commission, sous la pression de la droite européenne, a promis de simplifier les législations, et notamment les législations environnementales qui pèsent sur les entreprises. Et le droit de vigilance devenait une cible privilégiée. Jeudi 13 novembre, la droite et l'extrême droite ont réussi leur coup. Le seuil est relevé pour les entreprises à 5000 employés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui devrait s'appliquer à quelques 1000 entreprises dans toute l'Union. Autant dire que c'est négligeable. Le droit de vigilance devient une vitrine qui cache le retrait de l'UE d'un des engagements les plus forts du pacte vert. En parallèle, le vote abolit aussi l'harmonisation de la responsabilité civile des entreprises, ce qui va certainement mener à un dumping environnemental parmi les 27 pour attirer des entreprises. Les entreprises n'auront plus l'obligation de faire des plans de transition écologique. Des reculs aussi poussés par les États membres, incapables de dire non aux lobbies pétroliers et qui ne cessent de réduire les standards environnementaux pour combler leurs lacunes économiques. Les ONG, mais aussi les groupes politiques de gauche et du centre, regrettent cette marche arrière brutale qui acte encore un peu plus une alliance entre droite et extrême droite qui devient de plus en plus automatique. Et pour ne rien arranger, les ambassadeurs des 27 n'ont pas su s'entendre sur les modifications apportées au règlement européen anti-déforestation. La Commission veut maintenir son application tout en accordant un délai de grâce de 6 mois aux entreprises, le temps que le système soit mis en place. Plusieurs États font le forcing pour reporter l'application du texte d'1 an et d'y inclure une clause de révision du texte dans 1 an. Le texte doit absolument être adopté avant le 31 décembre. État de droit. La Commission dévoile son centre pour la résilience démocratique.
Annoncé lors du discours sur l'état de l'Union au mois de septembre par Ursula von der Leyen, la Commission l'a présenté mercredi 12 novembre. Le Centre européen de résilience démocratique aura pour mission de lutter contre la désinformation, celle qui vise particulièrement les élections. En clair, c'est une réponse à ce qui s'est passé en Roumanie à l'automne 2024, quand Călin Georgescu a percé dans l'opinion publique roumaine en quelques semaines grâce à une campagne de désinformation bien orchestrée par la Russie. Le but du centre sera d'aider à la coopération entre les institutions européennes, les États membres et même des pays candidats à l'entrée dans l'Union. Le centre aura pour rôle de faire le pont entre les différents niveaux de décision, de collecter les bonnes pratiques et de mettre en place des protocoles de prévention et en cas de crise en amont des élections. En soi, le centre va mobiliser des outils déjà existants, comme la législation sur les services numériques, sur le marché numérique et la réglementation européenne sur l'IA. Le centre devrait permettre de soutenir le développement d'outils de détection des deepfakes et mettre en place un réseau de fact-checkers partout dans l'Union. Le centre devrait ouvrir en 2026 avec un déploiement progressif qui doit s'achever en 2027. Le centre sera sous l'autorité du commissaire européen à la justice, Michael McGrath. Le centre reposera sur l'engagement volontaire des États membres, ce qui pose un problème puisque certains gouvernements tentent déjà de manipuler les médias dans leur pays et d'avoir le contrôle sur leurs réseaux sociaux, alors que le gouvernement hongrois a déjà la main mise sur 80% des médias. Aucune annonce faite sur les moyens mis à disposition ni sur son fonctionnement. Reporters sans frontières qualifie ce projet comme très éloigné des enjeux. Passons désormais au Club des 27. Lettonie. Le débat sur le retrait de la Convention d'Istanbul repoussé d'un an. Finalement, le Parlement letton a repoussé le débat sur le texte. À la base de la motion, le parti d'extrême droite, Lettonie d'abord, qui considérait que le texte faisait la promotion du genre comme construction sociale et dénonçait la Convention comme une porte dérobée d'une idéologie étrangère s'immisçant dans la vie quotidienne des Lettons. Un discours qui ressemble comme deux coups de dos à celui du Kremlin, qui a toujours vu le féminisme et les sujets LGBTQIA+, comme des raisons de la décadence de l'Occident et qui les a contraints législativement depuis près d'une décennie. Des arguments rejetés par le Conseil de l'Europe lui-même qui est à l'origine du texte. La Convention oblige les États parties à sensibiliser la population, collecter des données et punir pénalement les différentes formes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques fondées sur le genre. C'est sous la pression des Lettons que le président Edgars Rinkēvičs a demandé un réexamen de la loi car il la considère comme contraire aux engagements européens de la Lettonie. Le réexamen est prévu pour novembre 2026, après les législatives. Cela ne fait que repousser le problème. Même si la première ministre Evika Silina se félicite de la décision du président, le sujet risque bien de faire partie des thèmes centraux de la campagne et s'accompagnera certainement d'une très grosse vague de désinformation. La Convention fait l'objet d'une offensive coordonnée par les mouvements de droite et d'extrême droite qu'ils considèrent être la première étape pour l'adoption du mariage gay, puis d'un élargissement des droits des personnes LGBTQIA+. Cette confusion entre violences faites aux femmes et droits LGBT permet aux ultra-conservateurs de faire d'une pierre deux coups pour s'attaquer aux législations légalisant l'avortement et permettre la mise en place de politiques natalistes. Pologne. Le pays a bafoué le droit à l'avortement d'après la CEDH. Jeudi 13 novembre, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt où elle reconnaît que la Pologne a enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale en restreignant l'accès à l'avortement. Dans le cas d'espèce, la plaignante, originaire de Cracovie, enceinte de 15 semaines, a appris que son fœtus était atteint d'une anomalie génétique. Durant cette période, le 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle avait rendu un avis
interdisant l'avortement dans les cas d'anomalies génétiques. Ne sachant pas si elle pouvait encore se faire avorter en Pologne, elle s'est rendue aux Pays-Bas pour avorter. La décision a finalement été publiée en janvier 2021. La CEDH a considéré que le temps d'attente entre la décision et sa publication a créé une insécurité juridique concernant les avortements pour des raisons médicales, ce qui va à l'encontre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. En rendant équivoque la mise en œuvre de l'application de la décision, la Pologne a largement troublé la vie privée de la plaignante. En Pologne, depuis 1993, l'avortement était possible jusqu'à la 12e semaine de grossesse si la vie ou la santé de la mère était en danger, en cas d'anomalie fœtale ou encore si la grossesse résultait d'un viol ou d'un inceste. Mais en 2020, la majorité PiS a fait adopter un amendement pour retirer les anomalies fœtales des conditions pour un avortement. La Cour constitutionnelle, qui a été largement remaniée à l'époque pour être loyale à la majorité PiS, n'a fait qu'appliquer cette orientation. Allemagne. Accord sur un service militaire volontaire au sein de la coalition. Le débat a été houleux, mais désormais il est tranché. Depuis 15 ans, l'Allemagne avait mis fin au service militaire, mais avec un contexte géopolitique de plus en plus menaçant, l'Allemagne entend bien se doter de personnes conscrites, formées et prêtes à être appelées sous les drapeaux. Le débat entre la CDU et le SPD reposait sur les conditions de la conscription. Le SPD voulait uniquement une conscription volontaire, alors que la CDU, même si elle veut bien une conscription volontaire, voulait ajouter un tirage au sort pour appeler des Allemands au service militaire si l'objectif n'était pas atteint. Jeudi 13 novembre, le service sur la base du volontariat fait l'objet d'un accord. Le service militaire ne sera pas contraignant. À partir de 2026, tous les jeunes de 18 ans recevront un formulaire sur leur motivation et sur leurs aptitudes. La réponse sera obligatoire pour les hommes et facultative pour les femmes. Si les formulaires sont considérés comme positifs par l'armée, les jeunes seront convoqués pour des tests. Le gouvernement espère attirer 20 000 jeunes par an pour faire leur service avec un solde généreux de 2 600 € par mois. Pour autant, la CDU n'abandonne pas l'idée. Il faudra bien que l'Allemagne ait un nombre critique de personnes formées et mobilisables, et la CDU n'hésitera pas à remettre le tirage au sort sur la table si la Bundeswehr manque de conscrits. Allemagne encore, l'ouverture d'une ambassade et d'un consulat afghan fait polémique. C'est très paradoxal. L'Allemagne ne reconnaît pas le régime des talibans, mais va permettre à l'Afghanistan d'ouvrir une ambassade à Berlin et un consulat à Bonn. Une hypocrisie pour tenter de montrer à l'opinion publique allemande que le gouvernement agit contre les délinquants étrangers. L'été dernier, l'Allemagne avait renvoyé 80 personnes condamnées pour des crimes commis en Allemagne. Les premières expulsions ayant été un succès, l'Allemagne tente de pérenniser le système et pour ça, il faut des services diplomatiques sur place. Une façon de faire qui ne plaît pas du tout aux partis de gauche dans l'opposition et les organisations de défense des droits humains. Normalement, le droit de l'asile et des migrations européens interdit de renvoyer des réfugiés dans un pays où leurs droits fondamentaux peuvent être menacés. Aussi, beaucoup de réfugiés redoutent d'être fliqués pour leurs opinions par les nouveaux personnels diplomatiques sur place et que le régime des talibans veuille arrêter et déporter des opposants et menacer leurs familles restées en Afghanistan. 2000 ressortissants afghans qui ont travaillé pour les services diplomatiques allemands attendent toujours au Pakistan de pouvoir venir en Allemagne. Ils ont saisi la justice allemande pour que le gouvernement tienne la promesse faite par l'Allemagne en 2021 de les accueillir. Le gouvernement Merz avait fait marche arrière et proposé de l'argent pour que ces personnes renoncent à leurs prétentions. Le gouvernement Merz est prêt à mettre en danger des agents qui ont travaillé pour l'Allemagne pour justifier qu'il combat l'immigration. Ces agents réfugiés au Pakistan
voient leur permis de séjour arriver à expiration et sont menacés d'être renvoyés en Afghanistan par le Pakistan. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine, une vaste affaire de corruption éclate, Zelensky affaibli. Lundi 10 novembre, c'est littéralement une bombe qui s'abat sur le gouvernement ukrainien. L'Agence nationale anticorruption, la NABU, et le parquet spécial anticorruption, le SAPO, ont annoncé une opération à grande échelle visant le secteur énergétique, l'opération Midas. Ces deux agences avaient fait l'objet d'un vote à la Rada cet été pour les mettre sous tutelle du procureur général ukrainien, lui-même détenant son autorité du ministre de la Justice. Une décision qui avait provoqué un tollé dans la société civile et qui a obligé l'exécutif à faire marche arrière. Le SAPO déclare que cette enquête a nécessité 15 mois de travail et 1000 heures d'écoute. Depuis fin octobre, Volodymyr Kudrytsky, ancien directeur d'Ukrenergo, l'opérateur national d'électricité, est placé en détention pour avoir détourné l'équivalent de 283 000 € en 2018. Mais ce qui semblait n'être qu'une simple affaire a fini par faire tache d'huile. Cette semaine, les services anticorruption ukrainiens ont annoncé le démantèlement d'un système de corruption qui a permis de détourner 100 millions de dollars. Le pire, c'est que ça touche directement des proches de Volodymyr Zelensky, lui qui a été élu président en 2019 avec la promesse de se débarrasser de la corruption. Timur Mindic, qui avait cofondé la maison de production télévisuelle Kvartal 95, celle-là même qui produisait la série Serviteur du peuple, où Volodymyr Zelensky tenait le rôle titre, serait l'organisateur du système. Après le début de la guerre en Ukraine, ses activités se sont élargies au secteur de la défense et de l'énergie. D'après les premiers éléments de l'enquête, les sociétés énergétiques, plus particulièrement Energoatom, qui gère les centrales nucléaires du pays, demandaient des pots de vin de 10 à 15% aux sous-traitants, avec la promesse de rester des fournisseurs de l'opérateur public. Détail intrigant, Timur Mindic a eu le temps de quitter le pays avant les perquisitions, ce qui semble indiquer que l'entourage présidentiel est impliqué dans sa fuite. L'une des principales victimes de ce coup de filet est le ministre de la Justice, Herman Halushchenko. Lui qui a été ministre de l'énergie de 2021 à cet été, il ne pouvait pas ne pas être au courant. Suspendu dans un premier temps par la première ministre Yulia Sviridenko, mardi 11 novembre, Volodymyr Zelensky lui a demandé sa démission le lendemain. Il aurait bénéficié du système d'extorsion pour fermer les yeux sur les magouilles de Mindic. Le conseil d'administration d'Energoatom a été totalement limogé car considéré comme central dans le système de corruption. Et enfin, cerise sur le gâteau, les fonds étaient blanchis à Kiev dans des bureaux appartenant à Andriy Derkach, ancien député ukrainien déchu de sa nationalité, désormais sénateur en Russie. Une affaire qui ébranle tout le pays alors que la Russie ne cesse de cibler les sites de production d'énergie, causant de nombreuses coupures dans tout le pays. Même si Volodymyr Zelensky dit soutenir l'enquête, il ressortira très abîmé d'une telle séquence, tant son cercle proche est impliqué. L'opposition demande des comptes au président et de réfléchir à une nouvelle orientation gouvernementale, notamment en concertation avec l'opposition et la société civile. Une fois que la guerre sera finie, il semble inconcevable que Volodymyr Zelensky se maintienne au pouvoir, idem pour son parti serviteur du peuple. Turquie. Ekrem İmamoğlu risque des peines équivalent à plus de 2000 ans. Le titre peut prêter à sourire, mais la réalité est dramatique. Depuis 8 mois qu'il est incarcéré, l'ancien maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ne cesse d'être au cœur d'accusations de corruption. Mardi 11 novembre, le parquet d'Istanbul a publié l'acte d'accusation. Ekrem İmamoğlu devra comparaître avec 400 coaccusés qui font partie de son administration communale, mais aussi des proches élus dans les mairies d'arrondissement. L'acte d'accusation fait 3700 pages et énumère
142 infractions, entre autres corruption passive et active, extorsion, fraude à l'appel d'offres, escroquerie au détriment d'institutions et d'organismes publics, ou encore blanchiment d'argent. Le procureur évalue le préjudice à 3,3 milliards d'euros. Le parquet requiert contre lui entre 828 et 2353 années de prison. Si le chiffre semble avoir peu d'intérêt parce qu'il n'arrivera jamais au bout de telles peines, il démontre surtout que la justice est le bras armé de l'AKP, le parti du président Erdogan, qui n'a eu de cesse de concentrer les pouvoirs depuis le faux coup d'État avorté de 2016. Le président actuel du CHP, Özgür Özel, parle d'un cas flagrant d'ingérence judiciaire dans la politique. Le but du gouvernement est de mettre fin aux mobilisations pour la libération d'Imamoglu et d'obliger le CHP à choisir un autre candidat que lui, beaucoup plus compatible avec les attentes du gouvernement. Désormais, il revient au tribunal de fixer une date de procès. Même l'avocat d'Imamoglu est poursuivi pour tenter d'empêcher l'ancien maire d'Istanbul de se défendre correctement. Au-delà de ces accusations de détournement, il est aussi accusé d'espionnage pour une affaire qui remonte à 2019. Le parquet a aussi saisi la Cour de cassation pour demander un procès en fermeture du CHP. Pour rappel, Imamoglu a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à être investi par le Parti républicain du peuple, le CHP, parti fondé par le père de la nation, Mustafa Kemal Atatürk. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 46e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi 8 décembre, 17h30 sur Europe Hebdo.